Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Politique, un numéro que nous consacrons à la Libye qui tient toujours la une de l'actualité. S'achemine-t-on ou pas vers une sortie de crise concernant la Libye après la rencontre du Caire et le consensus conclu entre Khaled El-Meshri, le président du Haut Conseil d'État, et Salah Aguila, le président du Parlement, sur une base constitutionnelle. Des lueurs d'espoir annoncent donc une légère avancée dans le dossier libyen, d'autant que l'ONU n'a pas complètement désavoué la démarche, même si elle ne s'inscrit pas totalement sous son égide. De son côté, Dbeiba a vite fait de réagir, blâmant les deux hommes, lui qui n'a pas été du tout convié aux discussions, d'être responsable de l'échec du 24 décembre 2021. Entre les déclarations favorables à la rencontre du Caire et d'autres beaucoup moins enthousiastes, que faut-il en déduire et quelles conclusions peut-on en tirer? Le débat est lancé. Pour en parler ce soir avec nous, Gamal Abina, expert en questions internationales. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Monsieur Gamal Abina, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Monsieur Arafat Habib, également professeur universitaire, spécialiste de la question libyenne, mais également des questions internationales. Il est avec nous par Skype depuis Tunis. Monsieur Arafat Habib, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, pour commencer, on va le faire avec vous, Monsieur Arafat Habib. Dernièrement, il y a eu, vous le savez, la rencontre du Caire qui parlait d'une base constitutionnelle pour des élections présidentielles et législatives, bien sûr. Quelle lecture peut-on faire aujourd'hui de cet accord conclu? D'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, la plupart des partis concernés n'ont pas été conviés. Alors, on ne peut pas parler de beaucoup de partis qui n'ont pas été conviés. Oui. Dbeiba n'a pas été convié parce principal. que, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est la personnalité qui est désignée par tout le spectre politique libyen comme étant la personne qui a été responsable de l'échec et de la suspension du processus électoral qui devait mener le 24 décembre 2021 vers les élections présidentielles et législatives. Il y a eu aussi d'autres partis qui n'ont pas été conviés, essentiellement tout le spectre islamiste, ou du moins la partie que l'on considère comme étant la partie représentative de la région de Tripoli. Mais par contre, c'est la première fois où on voit la participation de ce qu'on appelle le courant nationaliste, ou le courant qui est resté fidèle à l'héritage de la Jamahiriya. Et il y a eu d'ailleurs quelques petits problèmes au début de cette rencontre, lorsque les représentants de ce qu'on appelle le courant de la Jamahiriya a refusé de se mettre à table, alors qu'il y a le drapeau de l'indépendance, ou le drapeau de la monarchie. Un drapeau qui a été enlevé par la suite, ce qui a permis de débloquer la situation. Donc, moi je pense que certains spectres ont été comment dire, marginalisés dans ces premiers pourparlers, préparatoires d'ailleurs, et d'autres ont été intégrés pour la première fois, parce que justement, c'est avec cette démarche qui était comment dire, entretenue par Abdoulaye Bathily. Oui, qui a voulu que cette fois on fasse participer ceux qui représentent réellement le plus large spectre populaire en Libye, et dont justement les tribus de la région centrale et la région du sud qui sont restés fidèles à la Jamahiriya. Donc, moi je pense que cette fois, la participation a été élargie. C'est vrai que on déplore l'absence de certains groupes miliciens qui pourraient par la suite se transformer en obstacle pour la mise en œuvre de cet accord. Mais je pense que comme premier pas vers la réconciliation et vers le début d'un vrai débat, d'un vrai dialogue entre les représentants de la population libyenne, notamment entre l'Est, l'Ouest et le Sud, c'est un pas qui ne peut être que positif. Après, on verra s'il s'agit d'une marche forcée de la part de l'ONU et surtout de M. Bathily vers des élections dont on ignore encore la configuration.
Oui, d'autant plus que lui-même avait donc déclaré lorsqu'il y avait donc à l'occasion de la célébration de la Libye de son jour d'indépendance qu'il fallait absolument aller vers des élections pour sortir le pays de la crise parce qu'on ne pouvait pas continuer longtemps à tenir le pays en otage. Monsieur Gamal Abina, justement, est-ce que l'accord du Caire pourrait servir de base pour lancer un certain appel au dialogue pour les parties libyennes, y compris donc de Beïba, même s'il ne s'est pas fait sous l'égide de l'ONU, parce qu'il faut le préciser. Hein. Tout à fait, je n'y crois pas du tout à cet accord du Caire. Je considère qu'il est nul et non avenu dans la mesure où, même s'il y a une tentative de faire quelque chose, ça ne pouvait pas se faire au Caire. Et nous rappelons tout de même que le Caire est partie prenante dans le conflit avec la Libye, allié aux Russes, contre de l'autre côté les Turcs. Rappelons tout de même que, évidemment, il y a le courant kadhafiste qui était plutôt bien vu par les autorités effectivement égyptiennes, puisque c'était plus ou moins la même approche politique, mais il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas espérer réconcilier la population libyenne sur la base de groupes qui n'ont pas été élus, rappelons-le tout de même, hein, c'est important, dont certains très proches du Caire, on parle évidemment de Haftar, qui est quand même un criminel de guerre aujourd'hui avéré, des enquêtes sont en train de se faire, restent encore sous la protection du Caire. Et surtout, rappelons que si Beïba, donc si la partie tripolitaine qui a gagné les élections en 2014 n'est pas représentée, la configuration reste la même. On a un territoire qui est divisé pour le coup à l'est et l'ouest, tripolitaine, cyrénaïque, de façon très claire. D'un côté, les Turcs et leurs affiliés, frères musulmans, de l'autre, le Qatar, et de l'autre côté, évidemment, l'Égypte, la Russie, évidemment, et d'autres États type Émirats arabes unis qui voient d'un très bon œil l'affaiblissement du Qatar. Donc il y a une reconfiguration internationale, mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement ce qui se passe au Caire aujourd'hui, parce que on peut pas demander au Caire. L'Algérie aurait pu faire cette médiation parce qu'elle n'était pas partie prenante. Le Caire n'est pas neutre, c'est quand même dommage que ce soit lui qui intervienne, mais je pense que ce qui va faire bouger les lignes, c'est le rapport qui se passe actuellement dans un autre territoire aussi disputé qui a été réduit en cendres, je parle donc de la Syrie, parce que les Russes et les Turcs se sont mis d'accord, se sont rapprochés pour enfin discuter avec les dirigeants syriens. Eh bien, je pense que c'est la même opposition qu'on trouve en Libye actuellement. On a bien une opposition entre les Turcs d'un côté, sur l'Est, sur l'Ouest, excusez-moi, et les Turcs sur l'Est, et les Russes, excusez-moi, sur l'Est, donc Turcs contre Russie. Ces deux États s'opposent sur le terrain libyen, mais réussissent à se mettre d'accord sur la Syrie. Donc c'est peut-être ça qui va débloquer les choses. Mais la question d'une négociation du Caire, je n'y crois pas un instant. Oui, alors très bien. Alors l'information vient de tomber parce que il y a quelques instants, voire quelques heures, le directeur du renseignement, ou si vous voulez le directeur du CIA, de la CIA plutôt, aurait rencontré aujourd'hui le chef du gouvernement de transition, donc Abdelhamid Dbeïba, mais il a également rencontré Haftar. Monsieur Rafah Tabib, que doit-on penser de cette rencontre? Est-ce que ce n'est pas un petit peu précipiter les choses pour justement aller vers un consensus, aller vers un processus de sortie de crise, ou est-ce que cela cache autre chose? Bon, c'est une information qui date pratiquement de 24 heures maintenant. Oui. On a su que le responsable du renseignement a été à Rajma et a été à Tripoli pour rencontrer non seulement les responsables politiques, mais aussi des responsables miliciens. Alors voilà comment se présente un peu la situation. C'est un peu complexe et il y a, moi je pense, des nuances très très importantes à saisir pour pouvoir comprendre un peu la profondeur de la question. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Abina, lorsqu'il dit qu'il y a des choses qui sont en train de changer au niveau des rapports entre la Russie et la Turquie, au niveau de la Syrie. Et ça va avoir un impact direct sur la Libye. N'oublions pas quelque chose, c'est que Tripoli et Dbeïba, il ne tient pas parce qu'il a des milices qui sont très fortes ou parce qu'il dispose d'une armée, mais parce que justement il a quelques milliers de mercenaires syriens que la Turquie a dépêchés à Tripoli pour pouvoir défendre le pouvoir de Dbeïba comme elle l'a fait auparavant avec Sarraj. Donc, s'il y a un accord avec les Syriens, avec les Russes, il va y avoir certainement un débat autour de la présence de ces miliciens mercenaires à Tripoli. Et moi, je pense qu'il va y avoir un retrait de ces mercenaires et donc il va y avoir un affaiblissement du pouvoir à Tripoli. Donc,
il y a maintenant une sorte de deal qui est en train de se préparer entre les diverses forces réellement présentes sur le terrain. Et là, il faut le rappeler, si on prend la carte libyenne, il y a certes une présence turque via aussi bien les soldats, les officiers turcs dans la région de la frontière avec la Tunisie, mais aussi il y a des milliers de mercenaires qui ont été dépêchés, comme j'ai dit tout à l'heure, par les Turcs. Mais aussi il y a une présence militaire russe via Wagner dans le croissant pétrolier, et il y a aussi la présence de tous les officiers égyptiens qui encadrent l'armée de Haftar. Donc, grosso modo, nous avons 3 grandes forces maintenant qui sont présentes, qui sont très très actives sur le terrain, et chacune de ces forces essaie de vendre son programme ou le deal qui va être passé à d'autres puissances, telles que les puissances européennes essentiellement, l'Allemagne, la France en premier lieu et l'Italie bien sûr, sont des puissances qui ont des intérêts économiques très très importants, des intérêts énergétiques en Libye. Oui. Donc, dans toute cette configuration, qu'est-ce qui importe? Est-ce qu'on est aujourd'hui face à un accord historique qui va permettre à ces forces-là qui sont en présence, non seulement de ramener une partie des Libyens, ou du moins une élite des Libyens, vers une sorte de partage du pouvoir, quitte à garder la partition de facto du territoire libyen, ou bien il va y avoir des élections qui vont réellement donner une véritable image qui soit la plus légitime possible du spectre politique libyen et social libyen. Moi, je ne pense pas à la deuxième solution. Moi, je pense qu'il y a un deal, un grand deal qui est en train d'être préparé de la part des Turcs, des Russes et des Égyptiens. Et c'est pour ça que les Américains ont dépêché leurs responsables des renseignements afin de pouvoir sonder qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui est advenu aujourd'hui du nord et de l'est de la Syrie fait vraiment peur aux Américains, parce que les Turcs sont en train de jouer solo et d'essayer de trouver des arrangements avec les Russes, quitte à prendre un peu de distance par rapport à leurs alliés atlantistes. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui nous intéresse le plus, et j'ajouterai une phrase à la fin. Dans tout ce deal qui est en train de se faire, il y a 2 grandes parties qui ont été marginalisées et mises à l'écart. D'abord, les pays du Maghreb. Oui. Et ça, c'est vraiment déplorable. Et beaucoup de pays arabes qui ont eu à un certain moment un rôle à jouer en Libye, principalement l'Arabie Saoudite et les Émirats. Oui, très bien. Est-ce que, je reste avec vous, Monsieur Al-Khattabi, un petit instant, est-ce que dans ces cas-là, le fait qu'on entende parler de plusieurs propositions de sortie de crise, y compris celle du Caire, Dbeibah a également proposé des élections, et Batili, ou la Manul, en tous les cas la mission pour la Libye, avait parlé ou avait incité les partis à justement aller de l'avant pour essayer d'aller vers des élections. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un point commun entre toutes ces propositions pour justement aller vers un dialogue national libyen? Ou est-ce que c'est une chimère? Non, ce n'est pas une chimère, mais c'est une hypothèse de travail. Vous savez, les hypothèses changent selon les rapports de force sur le terrain. Oui. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des sondages très crédibles qui sont en train d'être menés aujourd'hui en Libye. Et on sait pertinemment quels vont être les principaux gagnants d'éventuelles élections en Libye. Et donc, ce que cherchent maintenant les puissances qui voudraient passer ce deal, c'est un accord afin qu'il y ait des élections en Libye qui ne marginalisent pas leurs poulains, qui ne marginalisent pas les hommes de paille, si on peut parler en ces termes-là, et ils voudraient que leurs hommes soient présents dans la configuration future de la Libye. C'est ça la peur qui habite justement toutes les puissances en Libye, y compris même les puissances occidentales qui, il y a quelque temps, une année ou deux années, étaient très très présentes en Libye avec des hommes politiques qu'ils considéraient comme étant les favoris du scrutin. Et malheureusement, après quelques sondages très très sérieux, ils se sont rendus compte qu'en fait, leurs hommes n'avaient strictement aucune chance de passer. Donc aujourd'hui, ce qui est en train d'être passé comme accord, comme deal entre les puissances, les 3 puissances dont on a parlé tout à l'heure, les Turcs, les Russes et les Égyptiens, c'est pour pouvoir mettre leurs hommes dans la configuration future de la Libye. Oui. Monsieur Gamal Abina, alors depuis un moment quand même, on parle que des élections, l'organisation d'élections, aller vers des élections. Alors tout le monde parle des élections, les parties belligérantes parlent d'élections, d'organisation des élections, mais alors chacun à sa façon
de présenter ces élections, finalement? Alors, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit à l'instant, et effectivement, la question des élections est complètement ridicule dans un contexte libyen de guerre larvée ou de guerre civile ouverte, hein, ça dépend des régions. On ne peut pas parler d'élections tant qu'il n'y aura pas le départ des milices, effectivement, qui sont en train d'être négociées. Et ça vient d'être évoqué par rapport à la question syrienne, évidemment. Les combattants syriens qui sont actuellement en Libye, sur l'ouest de la Libye, posent problème, mais pas seulement, les coopérants militaires effectivement étrangers et les interventions directes, il faut le rappeler, parce que c'est important de le rappeler, des Occidentaux. Rappelons-nous qu'il y a encore quelques années, je crois qu'il y a eu 3 soldats français qui avaient été tués. Qu'est-ce que faisaient les soldats français en Libye? La question n'est pas tellement difficile à deviner, puisque les Français viennent de signer il y a un mois un accord pour augmenter leur part dans les recherches pétrolières libyennes et dans la collaboration avec la NOC, la National Oil Company. Donc simplement pour expliquer que ces guerres ont toujours un arrière-goût de gaz et de pétrole, qu'effectivement avec la crise russe, ils ont besoin de pacifier la région et que tous les intervenants qui ont alimenté cette guerre, parce qu'une guerre civile ne vient jamais de l'intérieur, elle est toujours alimentée de l'extérieur. Les guerres civiles ne sont pas spontanées, elles sont forcément préparées, réfléchies, alimentées en armes et en idéologie. Eh bien aujourd'hui, cette guerre civile doit cesser. Pourquoi? Parce que le monde change très vite, parce que les Russes se sont positionnés, parce que les Turcs jouent leur partition de leur côté, ils la font très bien d'ailleurs, et ils se mettent d'accord avec les Turcs alors qu'ils sont membres de l'OTAN, et surtout parce que l'Égypte a tout intérêt à stabiliser la région. Elle a une peur bleue d'un retour de l'islamisme chez elle, et elle sait très bien que si la Libye tombe du côté islamiste, donc du côté de l'ouest libyen, à ce moment-là, il y a un risque de contagion et un retour des frères musulmans chez eux. Donc tous ces éléments qui sont liés à l'intérieur des pays et aux frontières font en plus des besoins énergétiques que ces pays ont nécessité de ramener la paix. Et effectivement, ça vient d'être évoqué à l'instant, si la CIA se positionne, c'est parce qu'elle est en retard sur ce qui s'est passé actuellement avec l'Égypte, l'Égypte se rapproche aussi de la Russie. Donc il y a vraiment une reconfiguration assez extraordinaire, et malheureusement tout cela sur le dos des Libyens, pour lesquels j'aurai un hommage vibrant, parce que la révolution de Kadhafi, le 1er septembre 69, était une révolution blanche, elle n'était pas sanguinaire. Et malheureusement, la pseudo-révolution de 2011 a été une révolution qui a dû tuer entre 200 et 250 000 personnes entre la première et seconde guerre de Libye en 2014. Donc toutes ces questions font que les élections ne sont pas une réponse sérieuse. La réponse sérieuse, c'est la pacification, c'est le désarmement des milices, c'est le départ des troupes étrangères. Et à ce moment-là, on peut réunifier le peuple libyen qui, pendant 42 ans tout de même, a été une nation qui se reconnaissait comme étant une nation une et indivisible. Oui, donc ce qui veut dire que parler d'élections en ce moment, c'est un petit peu prématuré. C'est une façon de brûler les étapes, quelque part. Tout à fait. Ils ont déjà fait le coup. Ils l'ont fait en 2021. Ça a été un échec. La présence en plus de Saïf el-Islam qui a posé un vrai problème parce qu'il y a 1,5 million de Libyens qui sont en dehors des frontières. Il ne faut jamais oublier. Beaucoup de réfugiés en Europe, en Tunisie particulièrement. Ce 1,5 million de Libyens est favorable au courant kadhafiste. Les tribus du sud de la Libye sont favorables au courant kadhafiste. Toutes ces configurations font qu'il peut y avoir un retour du fils de Kadhafi Saïf el-Islam et qui pourrait effectivement revenir sur un nationalisme libyen bien senti qui garantirait un État unifié des 3 régions faisant cyrénaïque, évidemment tripolitaine. Oui, alors ce qui fait dire quelque part, et ça a été entendu et un petit peu colporté, que ça serait bien que toutes ces propositions faites par les uns et par les autres pourraient être mises sur la table, M. Arafat Habib, et discuter justement et proposer ça ou jeter ça, si vous voulez, un référendum entre les mains du peuple pour qu'il, lui, choisisse de quelle manière se fera ce départ vers des élections législatives et présidentielles. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Arafat Habib? Est-ce que finalement c'est réaliste? Alors, non seulement ce n'est pas réaliste, mais en plus c'est très dangereux. Oui. Parce que imaginez qu'à un certain moment en Libye, on discutait que d'une seule chose. Faut-il, oui ou non, faire passer l'accord sur la Constitution devant un référendum. Et oui. Imaginez si les gens répondent non. Qu'est-ce qui va advenir? On va encore retarder l'échéance électorale d'une année. Mais toutefois, moi, je suis très d'accord sur l'idée qui dit que les élections, en fait, c'est une fixation européenne et occidentale en premier lieu. Bien sûr, parce qu'ils voudraient d'abord avoir des élections, mettre leurs hommes, et puis par la suite commencer à rétablir un peu ce qu'ils appellent, eux, la pacification de la Libye. En fait, quelle pacification ils vont faire? Est-ce qu'ils vont la faire avec les milices existantes? J'attire votre attention, madame, que lors de la semaine dernière, il y a eu des élections dans certaines régions en Libye pour le renouvellement des municipalités. Eh bien, des milices, les armes à la main, ont empêché la tenue des élections dans plusieurs villes, dans Zella par exemple. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'élections, on ne peut pas parler de consultation populaire tant que les milices, qui elles sont devenues pratiquement des entreprises sécuritaires privées, tant que ces milices ne sont pas tenues par une armée nationale
unifiée, on ne peut pas parler d'élection, on ne peut pas parler de choix libre du peuple libyen. Donc, à mon avis, il faudrait dépasser un peu cette idée-là et revenir à une idée principale qu'on avait proposée au niveau des pays du Maghreb, notamment l'Algérie, la Tunisie et certains autres pays africains. D'abord, il faut parvenir à l'unification de l'armée, à l'unification des services de sécurité, se mettre d'accord autour d'une organisation d'élections, mais à plusieurs étapes. Et comme ça, on parvient au moins à stabiliser le pays avec un accord le plus large possible au sein de la population. Parce que ne l'oublions pas, non seulement il y a énormément de personnes qui ont été déplacées à l'intérieur, à l'extérieur de la Libye, mais en plus, il y a énormément de gens qui fuient la justice en Libye à l'intérieur du pays et qui ne peuvent pas s'exprimer. Donc, on a un gros problème aujourd'hui, celui des déplacés, celui des villages et des villes qui ont été brûlés et dont la population a été chassée, telles que par exemple à Tawara ou dans certaines régions du sud. Mais en plus, on a ce gros problème en Libye de la présence de gens qui n'ont pas de papier, qui n'ont même pas d'identité libyenne et qui se considèrent comme libyens. Donc, voici tous les problèmes qui sont autour de cette question des élections, qui ne doit pas être considérée comme étant une simple question technique. Et cela demande beaucoup de temps justement pour gérer tout cet ensemble, pour enfin aller vers de véritables élections. Monsieur Gamal Abina, il y a aussi un homme qu'on a oublié dans l'affaire, c'est Bachara. Alors Bachara, que devient-il dans toute cette reconfiguration et cette précipitation des événements? Lui qui a été donc installé avec la volonté de Aguila Salah d'une part, et puis on a parlé dernièrement, parce que vous avez évoqué le fait qu'il y ait des hommes armés, des soldats français. Il y a eu également un départ de soldats britanniques vers la Libye. Qu'est-ce que tout cela veut dire finalement pour le lambda? Parce que à un moment donné, on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que la Libye est devenue le théâtre de tous les enjeux de la communauté internationale? Oui, depuis très longtemps, c'est pas d'hier. La Libye, il faut se rappeler d'abord une chose importante et qui est une belle ironie du sort, malheureusement. Tripoli veut dire les trois villes. Aujourd'hui, on a voulu faire de la Libye les trois territoires. C'est-à-dire que l'obsession occidentale, c'était de fragmenter le territoire, comme ils l'ont fait au Soudan d'ailleurs. Ils s'apprêtaient à faire trois territoires. Ils ont séparé le nord et le sud, et puis après, ils s'apprêtaient à séparer l'est et l'ouest. Eh bien, la Libye subit le même sort que l'Irak. Du moins, c'était ce qui était dans les agendas occidentaux, parce qu'ils voulaient absolument faire de cet État-nation, je rappelle, arabe et donc panarabiste, c'était revendiqué. Rappelons-nous quand même que Kadhafi était l'enfant spirituel de Nasser. Et donc, ils ont tout fait pour détruire un pays qui, en plus, a fait un travail formidable par rapport à l'Afrique, en créant l'Union africaine, en investissant en Afrique, en apportant beaucoup de solutions négociées à des conflits qui pouvaient naître ou qui pouvaient être arrêtés. Donc, les Libyens, de ce point de vue-là, avaient quand même une image positive. Et les Africains le regrettent d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a quoi? On a ce Bachar. Tous ces hommes-là dont on parle, et ça a été évoqué un instant par Arafat Habib. Qu'est-ce que sont ces hommes? Ce sont des éléments qui travaillent pour l'étranger et non pas pour l'intérêt du pays, et encore moins pour l'intérêt de la nation. Ils ne s'inscrivent pas dans le schéma national. Ils s'inscrivent dans un schéma territorial où le pétrole le mieux concentré intéresse le mieux les compagnies. Tripoli n'a pas de pétrole, le savon, c'est plutôt à l'est. C'est plutôt au sud, Koufra, enfin toutes ces régions-là, ces régions pétrolifères. On se rappelle, les gens oublient des choses importantes. 2000 milliards de dollars ont été volés aux Libyens. Volés. C'est-à-dire qu'on a fait exprès de brûler les documents qui attestaient de la possession de ces richesses étrangères à la Libye, parce que la Libye gagnait beaucoup d'argent, plus que du pétrole, à l'étranger dans les investissements productifs. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, ils ont détruit ce fameux grand fleuve artificiel qui a été construit sur 30 années par Kadhafi et qui garantissait au moins l'autonomie en termes de besoins hydriques, parce que c'est un pays qui est très aride. Donc il y a d'énormes nappes phréatiques, on les a détruites. Donc toutes ces infrastructures énormes qui avaient été faites par Kadhafi dans les années 2000 ont été mises à mal. Et aujourd'hui, on nous parle d'hommes qui se sont autoproclamés presque présidents de région et qui devraient avoir la main. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a eu des élections en 2014, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est comme à Gaza. On n'a peut-être pas aimé le résultat de Gaza parce que c'était pas le Fatah qui l'emportait, c'est le Hamas. Mais il n'en demeure pas moins que quand le peuple s'exprime, il faut respecter cela. Et là, les pressions internationales interviennent. Moi, je serais
pour le coup, moi qui suis plutôt en règle générale pessimiste sur ce qui est arrivé avec la Libye, parce que j'aimais beaucoup ce pays, qui était quand même un émirat dans l'Afrique du Nord, c'était pas rien, eh bien, je dirais que peut-être enfin cette année, il y a une lumière possible, non pas parce que les élections vont arriver, ça c'est une lubie occidentale, ça vient d'être dit, mais surtout parce que les besoins énergétiques et les besoins de redistribution des cartes dans le monde, avec une Russie très offensive, une Chine très offensive sur le terrain économique, eh bien, sur la question libyenne, vont être essentiels. L'Europe a besoin de gaz et de pétrole, la Libye a des réserves considérables de gaz en offshore, de pétrole, donc ils vont tout faire pour amener la paix civile et puis sortir de ce jeu de dupes où on essaie de nous faire croire que le pays aurait été divisé du jour au lendemain, pays très nationaliste arabe, du jour au lendemain en tribus, en petits émirats comme ça éparses. Ça n'est pas vrai. C'est une stratégie occidentale pour nous ramener toujours à notre rang, soi-disant de tribus. Merci beaucoup, Monsieur Gamal Abina. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales. Vous étiez avec nous depuis Paris par Skype. Merci également à vous, Monsieur Rafat Habib. Vous êtes professeur universitaire, mais également spécialiste de la question libyenne. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre thème et un autre sujet. Au revoir.